Je crois que je suis marquée par des auteurs constamment. Ça veut dire qu'il n'y a pas une période, il y a des auteurs qui m'ont marqué certainement, comme Marguerite Duras, que j'aime beaucoup, comme Maupassant, parce que j'aime les nouvelles et les contes. Et je crois qu'il a maîtrisé l'art des nouvelles et des contes. Mais jusqu'à présent, il y a des auteurs que je lis et qui me marquent peut-être pas, qui n'influencent pas mon écriture, mais qui m'offrent des perspectives et des horizons nouveaux. Des nouvelles perspectives et des horizons nouveaux. Et je vois que, par exemple, un poète comme Mahmoud Darwish, des romancières par exemple, la romancière turque Elif Shafak, que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas, moi je suis toujours à la recherche de nouvelles lectures. Je ne suis pas enfermée dans mes lectures. Et je pense que c'est important de découvrir de nouveaux auteurs à chaque fois. Ce n'est pas des nouveaux auteurs, des auteurs qu'on ne connaissait pas, nouveaux dans le sens que je ne connaissais pas avant. Et pour moi, c'est intéressant. C'est comme ça que je vois la lecture comme ouverture. Donc, je ne suis pas figée par des auteurs qui m'auraient marqué dans le temps, mais je suis toujours ouverte vers d'autres lectures, d'autres auteurs. Moi, j'habite Delma. Delma à l'intérieur, donc ça veut dire dans des rues vraiment qui sont pas trop bien définies et où il y a une mixture. Pour moi, c'est important. Ce quartier, c'est important et c'est quand même vital pour moi dans mon écriture parce que c'est un quartier qui reflète pour moi Haïti et la composition sociale d'Haïti. Vous retrouvez de tout, vous retrouvez des maisons, des classes moyennes avec des petites chahutes à côté où les gens vivent 10 dans une même pièce. Vous rencontrez des enfants qui ne vont pas à l'école et vous rencontrez en même temps des étudiants, des facultés, vous rencontrez des professeurs d'université, vous rencontrez tout le monde. Donc pour moi c'est un quartier vivant et c'est un quartier qui me permet de rester en accord avec la réalité du pays. Et pour moi, c'est très important. Même quand parfois ça m'agace, quand il y a du bruit, ou bien quand il y a le pasteur qui crie, qui fait ses services constamment, etc. Mais je pense qu'en même temps, ça me permet de mettre les choses en perspective. Parce que nous vivons dans un pays où les gens ont tendance à se cantonner dans leur petit monde et dans leur petit vécu, en oubliant ce qui se passe autour, en oubliant le grand tableau. Et moi, ce quartier me permet de rester à jour constamment. Pour moi, c'est important. Nous avons Lionel et moi, et aussi ma soeur Jocelyne et mon frère Michel Rolf. Nous avons décidé d'ouvrir ce centre après le séisme. C'est le centre culturel Anne-Marie Morisset, du nom de notre mère, qui nous avait légué le terrain et l'espace. Et nous avons pu trouver un financement de la Fondation de France pour nous permettre de commencer et d'avancer avec la construction dans les 80% du financement de la Fondation de France, ce qui est très important pour nous et ce qui nous a beaucoup aidé. Et là, nous avons un kiosque où nous aurons des activités telles que les conférences, les cours de danse, de sport, les activités sportives, les lectures de poésie, etc. Et nous avons le centre lui-même où nous aurons une bibliothèque, une salle d'informatique, des salles de formation et où nous pourrons accueillir le public. Donc là, ce n'est pas encore terminé, bien entendu. Mais nous avons quand même commencé, nous avons eu des activités. La conférence d'Elisabeth Bouilly sur Jacques-Séphane Alexis et avec le concours de la DNL. Et nous avons eu aussi des ateliers d'écriture que Lionel et moi nous avons animés pour les jeunes des écoles et aussi pour des jeunes en collaboration avec l'Institut français d'Haïti. Donc nous avons déjà commencé certaines activités. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer les cours de capoeira et les cours de bâton
de bâton haïtien. Tu sais, on tire le bâton dans l'artibonite. Donc nous allons commencer des cours de bâton, des cours de capoeira et des cours de tambour. Donc c'est un centre qui est destiné aux gens de Delma en particulier, mais à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de restriction. C'est fait pour les jeunes avec beaucoup d'activités qui pourront les aider à acquérir un certain enrichissement culturel. C'est ce que nous espérons. J'ai quelques souvenirs de petite enfance parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Mais moi j'en ai et je vois d'abord ma grand-mère qui a une partie très importante de ma vie parce que toutes les figures de grand-mère de mes textes, je m'en inspire. C'était quelqu'un de très doux, de très fort en même temps, de très tendre, mais en même temps avec une personnalité très forte. Donc elle marque, je suis consciente qu'elle marque mes textes. Et que la figure de grand-mère qu'on a dans mes textes, que ce soit dans Rosalie les femmes, que ce soit dans Le Mirador, que ce soit dans L'œil totem, je crois qu'elle est là, elle est présente. Elle est présente dans mon œuvre. Il y a aussi la famille élargie, parce qu'on vivait avec des cousins, toujours des cousins dans la maison, des cousins et des cousines. Nous n'étions pas seulement mes frères et sœurs et moi, on avait toujours des cousins et des cousines qui étaient là. Et ça nous a fait une grande famille avec des tantes, la grand-mère, des cousins, des cousines. La maison était toujours pleine. Et pour moi, c'est typique d'une famille haïtienne d'autrefois. C'était ce genre de famille qu'on avait maintenant qui devient de plus en plus difficile avec les changements sociaux, les gens partent vers l'étranger, etc. Mais cette famille-là, je crois que cette famille-là m'a construite, m'a façonnée aussi. C'était pas seulement la famille nucléaire, même si les rapports père, mère et enfants étaient très forts et spéciaux, mais il y avait aussi cette famille élargie qui nous a permis à tous, je crois, de grandir et d'acquérir une dimension qu'autrement on n'aurait pas eu. Et comme souvenir de petite enfance aussi, j'ai bien sûr les querelles de frères, sœurs et de cousins et de cousines, les pleurs, les peurs aussi. Il y avait beaucoup de peurs aussi, parce qu'avec l'imaginaire haïtien et les histoires de loups-garous, les histoires de diables, les histoires de zombies, et on avait peur de tout. Moi, j'avais peur de tout. Moi, j'étais la poltronne de la maison. Tout le monde me connaissait comme la grande poltronne. J'avais peur de tout. Et le soir, je me cachais sous les draps. Et quand j'entendais les bandes de rara, je tremblais, je suais, je transpirais. Et je crois que c'est quand même malheureux que nous ayons eu, comme enfants, cette vision de la religion vaudou comme une religion qui fait peur. Parce que pour moi, j'associais le vaudou à la peur. J'étais terrorisée. Dès qu'on me parlait de rara, j'avais peur, je ne savais même pas ce que c'était, mais j'en avais peur de tout. J'entendais les cérémonies, les bruits des cérémonies vaudou, puisqu'on habitait à Saint-Antoine, on habitait le quartier de Saint-Antoine, et à l'arrière, on entendait les bruits au loin des cérémonies vaudou qui se faisaient le soir. Et moi, j'étais terrorisée. Je ne pouvais pas dormir, j'étais terrorisée par cette histoire-là. Et en même temps, terrorisée et fascinée, parce que c'était quand même des histoires qui fouettaient l'imaginaire. Et je pense que c'est quand même dommage. Et heureusement, quand je suis devenue grande, j'ai pu me renseigner, j'ai lu la Hennec Urbon, j'ai lu Lila d'Esqueron, et je me suis renseignée sur le vaudou et sur ce que ça représentait pour avoir une idée plus objective du vaudou comme religion à part entière. Aussi, comme souvenir de petite enfance, je dirais qu'il y avait les livres. Il y avait les livres très tôt dans ma vie. Mon père avait une bibliothèque, et dans ce sens-là, je suis privilégiée, je sais que je suis privilégiée. Et mon père avait une grande bibliothèque, et je suis doublement privilégiée parce qu'on en avait l'accès. Il ne disait jamais, il ne faut pas entrer là. La seule exigence, c'est qu'il ne fallait pas déchirer ses livres. Et c'est l'exigence aussi que j'ai faite à mes filles, de ne pas déchirer mes livres, mais elles peuvent toucher à tous mes livres. Et mon père me laissait toucher à tout, lire tout. Il n'y avait pas de censure non plus. Et je me rappelle que j'étais toute petite, j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans, j'ai lu Le Paysan de Paris d'Aragon, et ça m'est resté dans la tête, j'ai rien compris bien sûr, je l'ai relu après, mais il ne me l'a pas dit, il faut déposer, c'est trop pour toi, c'est trop grand pour toi. Il me laissait lire. Il y avait aussi dans sa bibliothèque des grandes reliures des journaux de l'époque. Il y avait La Nation, il y avait les grandes reliures, il faisait relier tous les journaux de l'époque, et moi je les feuilletais. Et c'est de là peut-être que j'ai pris mon goût pour l'histoire. Mon goût pour l'histoire, mais l'histoire,
c'est pas la petite histoire en tant que telle, mais l'histoire du quotidien. L'histoire du quotidien. Ça m'a toujours fasciné. C'est pourquoi dans mes textes, il y aura toujours des références à des époques de l'histoire d'Haïti, mais dans la vie de tous les jours. Et ça m'est venu de ma passion. J'avais une passion à feuilleter ces journaux et à lire les faits divers de l'époque. Ça me fascinait. Et ça m'est resté. Et bien sûr, ça me ramène à l'école. Moi, j'ai commencé l'école très tôt, j'ai appris à lire très tôt. Je ne me rappelle même pas que j'ai appris à lire, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours su lire. J'ai commencé très tôt à lire. Et pour moi, l'école, c'était ça. L'école n'a jamais été un espace rébarbatif, dans le sens que pour moi, c'était, et dans ce sens, je suis privilégiée, je l'avoue, c'était la découverte. Même quand l'école, à ce moment-là, c'était l'école très rigide, mais moi j'avais tellement une envie de lire, pour moi c'était ça, l'école. Et j'ai toujours aimé l'école, malheureusement. Il y a des gens qui n'aiment pas l'école et qui le disent, mais moi j'avoue que j'ai toujours aimé. Moi je dirais que ce que j'aime le plus écrire, je vais peut-être commencer comme ça, ce sont les nouvelles. J'adore écrire les nouvelles. Parce qu'il y a un défi permanent dans l'écriture de nouvelles, en ce sens que chaque mot compte. Et il n'y a pas de superflu. Pour moi, il n'y a pas de superflu dans les nouvelles. Chaque mot a un rôle à jouer, un rôle précis à jouer. Et il y a cette fin qu'il faut trouver, cette fin superbe qu'il faut trouver pour chaque nouvelle, qui me pousse à l'écrire avec le plus d'efficacité et de perfection possible. Donc pour moi, c'est un défi d'écrire la nouvelle. Mais bon, je n'écris pas que des nouvelles, j'écris aussi des romans. Et mais je ne suis pas passée de la nouvelle au roman. Pour moi, c'est deux choses tout à fait différentes. Il y a des thèmes qui me viennent sous forme de nouvelles. Et il y a des thèmes qui exigent que ce soit le roman. Et maintenant aussi, j'écris du théâtre depuis 2004. J'écris du théâtre parce que j'avais participé au concours de ETC Caraïbes avec le Bleu de Lille. Et j'ai écrit une deuxième pièce de théâtre qui s'appelle Entre deux cris, et dont un extrait sera publié bientôt. Mais j'ai trouvé aussi que le théâtre venait, il y avait des thèmes qui venaient sous forme de théâtre pour moi. C'est-à-dire, je réfléchissais au thème et le thème me venait et je disais, ça c'est une pièce de théâtre, ça ne peut pas être un roman, ça ne peut pas être une nouvelle, ça doit être du théâtre. Mais j'écris aussi de la poésie, mais la poésie pour moi c'est différent. Je dirais que la poésie c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient dans des circonstances très particulières et quand j'écris la poésie, ça me fait mal physiquement. C'est la seule façon pour moi de le dire. C'est quelque chose de très viscéral, c'est quelque chose qui vient du dedans, qui est plus fort que tout. Et j'ai un recueil de poésie là, parce que j'en ai tellement que j'ai écrit, finalement je vais en faire un recueil. Mais ce sont des textes qui pour moi sont non pas plus intimes, je dirais. Je ne dirais pas que c'est plus intime que les romans ou quoi que ce soit. C'est plus proche de moi, c'est plus proche de mon moi. Tandis que dans les romans, les nouvelles, la fiction, au contraire, j'essaie souvent de m'effacer. J'essaie de m'effacer, pourquoi? Parce que je pense que de se raconter tout le temps, finalement, c'est lassant. Moi, je préfère observer autour de moi ce qui se passe, et en même temps qu'il y a toujours du moi dans ce que j'écris, bien entendu. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de moi, parce qu'il y a un choix que je fais. Mais j'essaie de donner la parole à d'autres que moi, dans la fiction et dans le théâtre. Parce que dans la poésie, c'est moi. C'est vraiment moi qui sors là. Et pour moi, c'est plus rare. Donc je n'écris pas souvent de la poésie. Et surtout, c'est beaucoup plus douloureux. C'est comme ça que je le vis. Donc je dirais que mon œuvre, je ne veux pas utiliser ce mot, je dis mes textes, je préfère dire mes textes, je suis beaucoup plus modeste, je dis mes textes sont variés, mais je crois qu'il y a quand même des points communs. Premièrement, il y a la famille, qu'on va retrouver dans presque tous les textes, la fiction, que ce soit la fiction ou le théâtre, il y a la famille joue un rôle très fort, il y a aussi l'histoire, il y a des références à l'histoire dans les textes, et il y a
peut-être ce que j'essaie de faire, c'est la recherche de l'humain. Dans des circonstances les plus difficiles, les plus douloureuses, il y a ce côté humain, il y a l'humanité qui sort. Je crois que c'est ça que j'essaie de faire. Moi, je dirais que, ayant vécu en Haïti presque toute ma vie, puisque j'ai fait un séjour aux États-Unis, mais je pense que je n'ai jamais. Je savais que Haïti était une île, bien sûr, une presqu'île, la République d'Haïti, mais je n'ai jamais vécu comme un enfermement. Pour moi, c'est mon pays, c'est comme ça que c'est, je ne vois pas autrement. Et je pense qu'en grandissant, je me rends compte que cette notion d'insularité, peut-être, elle va varier selon les gens, mais elle porte avec elle peut-être parfois un regard externe. Je me demande dans quelle mesure celui qui est à l'intérieur va penser qu'il est enfermé. Je ne pense pas, je ne sais pas. Pour moi, je n'ai jamais eu cette sensation d'enfermement. Je n'ai jamais eu une sensation d'enfermement. Au contraire, on peut regarder l'île comme ouverture vers l'autre. L'île peut être un point de départ. Pour moi, c'est un point de départ et de retour. Je dirais que c'est ça l'île pour moi. Parce que mon meilleur moment, j'aime beaucoup voyager, mais le meilleur moment pour moi, c'est quand je reviens chez moi. J'adore voyager. Mais je pense toujours en partant que je dois revenir, que je vais revenir, et que je veux revenir. Et c'est ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est de partir et de revenir. Et je pense que, pour répondre à la question de l'insularité, je dirais que si je n'étais pas en Haïti, si je n'étais pas revue en Haïti, j'aurais jamais rien écrit. Peut-être que j'aurais écrit, parce que j'avais écrit, même toute petite, j'écrivais. Mais je crois que je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, je ne serais pas devenue celle que je suis actuellement. Et je pense que c'est ce pays, avec toute cette difficulté, tous ces problèmes, toutes ces contraintes, mais aussi toute sa richesse, toutes ses ressources, c'est ce pays qui m'a permis d'être ce que je suis. Et c'est pourquoi je pense que, en même temps, je ne dirais pas que j'ai un devoir, mais c'est une responsabilité pour moi aussi, de donner à ce pays quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Donc je ne vois pas, quand on me dit que la notion d'insularité pour moi, c'est une notion qui est complexe et qui peut être définie de différentes manières. Moi, je la vois comme, je dis, un point de départ, un point d'arrivée. C'est comme ça que je la vois.